Un homme d'affaires accusé pendant plus de 3 ans dans l'une des affaires criminelles les plus médiatisées du Cameroun. Un journaliste enlevé, torturé puis retrouvé mort. Des vidéos insoutenables projetées dans une salle d'audience. Des échanges téléphoniques qui glacent le sang. Et soudain, au milieu de ce gigantesque puzzle judiciaire, une déclaration qui pourrait rebattre toutes les cartes. Ce 22 juin 2026, devant le tribunal militaire de Yaoundé, l'expert en cybersécurité Belbi Djoka a maintenu une affirmation qui fait déjà trembler les débats. Selon son analyse des données numériques récupérées, aucun élément retrouvé dans les téléphones examinés ne permettrait d'établir un lien direct entre Jean-Pierre Amougou Belinga et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors, sommes-nous face à un tournant majeur du procès? Ou simplement devant une nouvelle étape d'un dossier qui continue de diviser l'opinion publique? Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette déclaration se cachent des révélations, des rivalités de pouvoir, des luttes d'influence et des questions qui dépassent largement le simple cadre judiciaire. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons décrypter ensemble cette affaire qui continue de secouer le Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner à Kamé News, d'activer la cloche de notification et de rejoindre la discussion dans les commentaires. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui au tribunal militaire de Yaoundé, il faut remonter plusieurs années en arrière. Janvier 2023. Le Cameroun découvre avec stupeur la disparition du journaliste Martinez Zogo, animateur radio connu pour ses prises de position très critiques sur certaines personnalités publiques. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans des circonstances particulièrement choquantes. Le pays est sous le choc. Les réseaux sociaux explosent. Les médias internationaux s'intéressent à l'affaire. Les demandes de vérité se multiplient. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, l'enquête prend une dimension nationale. Des responsables des services de renseignement sont interpellés. Des officiers supérieurs sont cités. Des personnalités influentes se retrouvent au cœur des interrogations. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Jean-Pierre Amougou Belinga. À partir de ce moment-là, une partie de l'opinion publique considère déjà l'homme d'affaires comme un acteur central du dossier. Mais dans une affaire judiciaire, les perceptions populaires ne remplacent pas les preuves. Et c'est précisément là que commence le véritable débat. Durant plusieurs années, les enquêteurs vont analyser des centaines de documents, des échanges téléphoniques, des vidéos, des enregistrements et des données numériques. L'objectif est simple. Déterminer qui a fait quoi, qui savait quoi, et surtout qui aurait éventuellement commandité ou facilité les faits. Mais ce n'est pas tout, car dans ce dossier, la technologie est devenue un témoin à part entière. Téléphone portable, messagerie, compte Google, sauvegarde iCloud, historique des communications. Chaque donnée devient potentiellement une pièce du puzzle. C'est dans ce contexte qu'intervient l'expert en cybersécurité Belbi Djoka. Sa mission est considérable. Examiner minutieusement les appareils saisis. Récupérer les données supprimées. Reconstituer les conversations effacées. Identifier les connexions éventuelles entre les différents protagonistes. Un travail gigantesque. Des milliers de pages. Des centaines d'heures d'analyse. Et selon l'expert, même les messages supprimés auraient été récupérés grâce aux technologies de restauration numérique. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal découvre également des images particulièrement difficiles à regarder. Des vidéos montrant Martinez Zogo encore vivant durant sa captivité. Des séquences qui auraient été retrouvées dans le téléphone attribué à Justine Dang. Ces images provoquent une émotion immense dans la salle. Elles rappellent brutalement que derrière les débats techniques, les procédures judiciaires et les batailles d'avocats, il y a avant tout un être humain qui a perdu la vie. Et c'est précisément cette réalité qui continue de hanter l'ensemble du procès. Partie 2. Le conflit. À mesure que les audiences avancent, une autre dimension apparaît. La dimension politique. La dimension des rivalités. La dimension des rapports de force. Car depuis plusieurs années, de nombreux observateurs décrivent l'existence de tensions au sein des cercles de pouvoir camerounais. Des clans. Des réseaux. Des groupes d'influence. Des ambitions concurrentes. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines analyses relayées dans l'espace public, l'affaire Martinez Zogo ne serait pas seulement un dossier criminel. Elle révélerait également des affrontements beaucoup plus larges entre différents centres de pouvoir. C'est dans ce contexte que certains échanges téléphoniques présentés au tribunal attirent particulièrement l'attention. On y retrouve des discussions attribuées à Justine Dang et Modeste Mopa. Des conversations qui évoqueraient des tensions liées à des dossiers fiscaux et à des questions de gouvernance. Ces échanges suscitent de nombreuses interprétations. Certains y voient l'illustration d'un conflit institutionnel. D'autres considèrent qu'il faut rester prudent tant que la justice n'a pas définitivement établi les responsabilités de chacun.
Mais ce n'est pas tout. Car ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'impression que plusieurs histoires se superposent. Une enquête criminelle. Une bataille médiatique. Des affrontements administratifs. Des rivalités économiques. Et peut-être même des luttes d'influence au sommet de l'État. Résultat, chaque nouvelle révélation produit une onde de choc. Chaque témoignage relance les débats. Chaque audience génère de nouvelles interrogations. Pendant ce temps, les familles attendent. L'opinion publique attend. Le pays attend. Et plus les audiences avancent, plus les questions deviennent nombreuses. Qui disait vrai? Qui manipulait qui? Qui poursuivait quels objectifs? Et surtout, qui profitait réellement de la situation? Mais ce n'est pas tout. Parce que les réponses ne semblent jamais totalement claires. Chaque élément présenté semble ouvrir une nouvelle porte. Chaque révélation engendre de nouvelles hypothèses. Et chaque hypothèse entraîne de nouveaux débats. C'est ce qui explique pourquoi cette affaire continue d'occuper une place exceptionnelle dans l'actualité nationale. Partie 3. Révélation et décryptage. Quand les téléphones commencent à parler et que les secrets commencent à trembler. Mesdames et messieurs, s'il y a une partie du procès qui a véritablement secoué les observateurs, c'est bien celle des révélations numériques. Car pendant longtemps, dans cette affaire, chacun avançait sa version. Les uns accusaient. Les autres niaient. Certains interprétaient. D'autres spéculaient. Bref, le débat ressemblait parfois à une immense place de marché où tout le monde parlait en même temps. Mais ce n'est pas tout. Puis arrivent les experts. Et lorsqu'un expert en cybersécurité entre dans un dossier aussi sensible avec un rapport de près de 1000 pages, les choses changent brutalement. À partir de cet instant, on ne parle plus seulement des déclarations des uns et des autres. On parle des téléphones. On parle des données. On parle des messages. On parle des sauvegardes. On parle des traces numériques. Et dans le monde moderne, les traces numériques sont devenues des témoins extrêmement difficiles à faire taire. Car un être humain peut oublier. Un téléphone oublie rarement. Un témoin peut changer sa version. Un serveur informatique conserve souvent la même. Et lorsqu'un expert récupère des informations que certains pensaient définitivement effacées, c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un instant la scène. Pendant plusieurs années, des appareils électroniques sont examinés dans les moindres détails. Chaque fichier est analysé. Chaque conversation est vérifiée. Chaque image est inspectée. Chaque historique est reconstitué. Même les éléments supprimés font l'objet d'investigations. Au Cameroun, on dit souvent qu'un secret bien enterré finit toujours par sortir du sol lorsque la pluie devient trop forte. Et bien dans cette affaire, la pluie technologique semble avoir été particulièrement abondante. Car selon les déclarations de l'expert Bel Bijoka devant le tribunal militaire, les données supprimées auraient été récupérées à travers différentes méthodes d'analyse numérique. Et c'est précisément là que commence le véritable décryptage. Mais ce n'est pas tout. L'un des moments les plus commentés de cette audience reste sans doute la déclaration concernant Jean-Pierre Amougou Belinga. Depuis le début de l'affaire, son nom est régulièrement cité dans les débats publics. Pendant plusieurs années, son image s'est retrouvée associée à ce dossier dans l'esprit de nombreux Camerounais. Pour certains observateurs, il était devenu impossible de parler de l'affaire Martinez-Zogo sans évoquer son nom. Mais devant les juges, l'expert affirme avoir examiné les données récupérées. Il affirme avoir analysé les conversations disponibles. Il affirme avoir étudié les messages supprimés puis restaurés. Et selon son témoignage, aucun élément retrouvé dans ces données ne permettrait d'établir un lien direct entre les conversations analysées et le meurtre de Martinez-Zogo. Une déclaration. Une simple déclaration. Mais une déclaration qui produit un véritable séisme dans le débat public. Pourquoi? Parce qu'elle vient bousculer certaines certitudes. Parce qu'elle oblige tout le monde à revenir aux faits. Parce qu'elle rappelle que dans une procédure judiciaire, les émotions ne remplacent jamais les preuves. Mais ce n'est pas tout. Cette séquence révèle également quelque chose de fascinant sur notre époque. Nous vivons désormais dans un monde où les téléphones connaissent parfois davantage de choses sur nos vies que nos propres voisins. Ils savent où nous allons. Ils savent qui nous appelons. Ils savent avec qui nous échangeons. Ils savent quels appareils sont connectés à nos comptes. Ils savent même parfois ce que nous avons essayé d'effacer. Autrement dit, dans les enquêtes modernes, les téléphones sont devenus des témoins permanents. Des témoins silencieux. Des témoins patients. Mais des témoins redoutables. Et lorsqu'ils commencent à parler devant les tribunaux à travers les experts, beaucoup découvrent que la mémoire numérique est plus solide que la mémoire humaine. Mais ce n'est pas tout. L'autre moment important de cette audience concerne la question des périphériques associés au compte Google. À première vue, cela peut sembler technique. Même ennuyeux.
Mais dans un procès de cette ampleur, aucun détail n'est insignifiant. Le commissaire du gouvernement interroge alors l'expert. Est-il possible qu'un compte Google affiche plusieurs appareils alors que son propriétaire n'en utilise réellement qu'un seul? La réponse de l'expert est claire. Oui, c'est possible. Très possible même. Car un compte peut être enregistré sur plusieurs téléphones, plusieurs tablettes ou plusieurs ordinateurs sans que tous soient utilisés régulièrement. Et là encore, une simple explication technique devient un élément stratégique du dossier. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle qu'une donnée brute peut parfois être trompeuse lorsqu'elle est sortie de son contexte. Et dans ce procès, le contexte est devenu presque aussi important que les faits eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Puis arrive le moment le plus bouleversant. Celui dont plusieurs personnes présentes dans la salle continuent de parler. Les images. Les fameuses images. Des images de Martinez-Zogo encore vivant pendant sa captivité. Des images que beaucoup n'auraient jamais voulu voir. Des images retrouvées selon les informations présentées à l'audience dans le téléphone attribué à Justine Dao. Lorsque ces séquences apparaissent à l'écran, l'atmosphère change immédiatement. Le silence s'installe. Les débats techniques disparaissent soudainement. Les calculs politiques s'effacent. Les querelles d'interprétation passent au second plan. Parce qu'à cet instant, tout le monde se retrouve confronté à la réalité humaine du dossier. Et cette réalité est terriblement lourde. Mais ce n'est pas tout. Car derrière chaque ligne d'un rapport d'expertise, derrière chaque donnée informatique, derrière chaque tableau technique, il y a une histoire humaine. Une famille. Des proches. Des collègues. Des personnes qui attendent depuis plusieurs années de comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui explique pourquoi chaque révélation provoque autant d'émotions. Parce que derrière les téléphones et les serveurs, il y a une tragédie réelle. Et cette tragédie continue de marquer les esprits. Mais ce n'est pas tout. Les audiences révèlent également des échanges attribués à certains accusés. Des conversations qui auraient été récupérées au cours des investigations. Des messages qui, selon les comptes rendus de l'audience, évoqueraient les événements entourant la disparition puis la mort de Martinez-Zogo. Et là encore, l'effet est saisissant. Parce que les mots apparaissent froids. Très froids. Presque mécaniques. Comme si les auteurs supposés de ces échanges parlaient d'un dossier administratif ordinaire. Or nous ne parlons pas d'un dossier administratif. Nous parlons d'une vie humaine. Nous parlons d'une affaire qui a bouleversé tout un pays. Et c'est précisément ce contraste qui choque autant les observateurs. Mais ce n'est pas tout. L'analyse de l'expert met également en lumière ce qui semble être un réseau complexe de communication entre plusieurs protagonistes. Des appels, des contacts, des échanges, des connexions téléphoniques. Autrement dit, un véritable labyrinthe numérique. Et lorsqu'on observe ce labyrinthe, une question revient constamment. Qui parlait à qui? Pourquoi? À quel moment? Dans quel contexte? Et surtout, pour quels objectifs? Voilà les questions qui occupent désormais les débats. Voilà les questions auxquelles le tribunal tente progressivement d'apporter des réponses. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, lorsqu'une affaire atteint ce niveau de complexité, chacun commence à construire sa propre théorie. Dans les taxis, dans les salons de coiffure, dans les marchés, dans les administrations, même dans les files d'attente devant les boulangeries. Tout le monde devient analyste. Tout le monde devient expert. Tout le monde devient enquêteur. Le vendeur de poissons fumés devient spécialiste du renseignement. Le mototaximan devient expert judiciaire. Le commerçant devient analyste géopolitique. Et chacun est convaincu d'avoir compris ce que les autres n'ont pas vu. C'est la magie des grandes affaires nationales. Mais ce n'est pas tout. Au milieu de ce vacarme médiatique, une réalité demeure. Le procès continue. Les audiences continuent. Les témoignages continuent. Les experts continuent. Et chaque nouvelle audience apporte son lot de surprises. Car plus les investigations avancent, plus l'on découvre que ce dossier est probablement beaucoup plus complexe que ce que l'opinion publique imaginait au départ. Et c'est justement ce qui rend les révélations actuelles aussi importantes. Elles ne clôturent pas le débat. Au contraire. Elles ouvrent de nouvelles portes. Elles soulèvent de nouvelles questions. Elles créent de nouvelles zones de réflexion. Et pendant que le tribunal poursuit son travail, une chose devient certaine. Dans cette affaire, les téléphones ont commencé à parler. Et lorsqu'un téléphone commence à raconter son histoire, beaucoup de certitudes peuvent soudainement vaciller. Car au final, la grande question reste entière. Ces données numériques permettront-elles d'éclairer définitivement toute la vérité judiciaire? Ou ne représente-t-elle qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste dont certaines pièces restent encore cachées? Et c'est précisément là que le suspense devient encore plus intense. Partie 4.
Analyse satirique approfondie. Le grand théâtre du pouvoir. Des clans et des téléphones qui parlent. Mesdames et messieurs, ce qui se déroule aujourd'hui dans l'affaire Martinez-Zogo dépasse désormais le simple cadre d'un procès classique. Nous sommes entrés dans une zone où la politique, les rivalités d'influence, les guerres de clans, les intérêts économiques, les ambitions personnelles et les technologies modernes semblent se croiser dans un immense carrefour où chacun pointe le doigt vers l'autre. Et au Cameroun, lorsqu'on arrive dans ce genre de carrefour, même le taximan expérimenté commence à demander son chemin. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, cette affaire ressemble à un gigantesque film dont personne ne connaît réellement le scénariste. Chaque fois que le public pense avoir compris l'intrigue, un nouveau témoin apparaît. Chaque fois que les réseaux sociaux annoncent la fin du suspense, une nouvelle révélation surgit. Chaque fois qu'un camp croit avoir marqué un but, l'arbitre demande encore de continuer le match. Et le peuple observe. Le peuple écoute. Le peuple calcule. Le peuple essaie de comprendre. Mais parfois, même le peuple finit par se demander si ce dossier n'est pas devenu plus compliqué qu'un exercice de mathématiques donné à un élève de maternelle. Car regardons froidement la situation. Pendant des années, une partie de l'opinion publique a été convaincue que certaines réponses étaient déjà connues. Pour beaucoup de personnes, le verdict semblait même déjà écrit dans leurs esprits. Mais voilà que le tribunal avance. Les experts parlent. Les téléphones sont analysés. Les données supprimées sont récupérées. Et certaines conclusions ne correspondent pas forcément aux attentes de tout le monde. Et là, les calculs commencent à changer. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, nous avons une habitude très particulière. Lorsque quelqu'un est accusé dans l'opinion publique, beaucoup de personnes le considèrent déjà comme condamné. Et lorsque des éléments viennent contredire cette conviction, certains sont surpris. Très surpris même. C'est un peu comme dans les quartiers lorsqu'on accuse un voisin d'avoir volé le poisson braisé. Pendant 3 semaines, tout le monde le traite de voleur. Puis finalement on découvre que le chat du quartier était le véritable coupable. Soudainement, tout le monde devient silencieux. Le même voisin qu'on insultait hier devient subitement innocent. Et chacun commence à chercher comment sortir discrètement du dossier. Mais ce n'est pas tout. L'affaire Martinez-Zogo nous rappelle une réalité fondamentale. Une enquête judiciaire n'est pas un débat Facebook. Une enquête judiciaire n'est pas une émission de radio. Une enquête judiciaire n'est pas un concours de rumeurs. Une enquête judiciaire repose sur des preuves, sur des faits, sur des expertises, sur des éléments vérifiables. Et c'est précisément pour cela que les audiences actuelles attirent autant l'attention. Parce que les experts ne parlent pas avec les émotions. Ils parlent avec les données. Ils parlent avec les téléphones. Ils parlent avec les sauvegardes. Ils parlent avec les informations récupérées. Et parfois, ces informations racontent une histoire différente de celle que certains imaginaient. Mais ce n'est pas tout. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est également le rôle incroyable joué par la technologie. Autrefois, lorsqu'un secret était bien gardé, il disparaissait parfois avec ses détenteurs. Aujourd'hui, les téléphones ont développé une mauvaise habitude. Ils se souviennent de tout. Même lorsqu'on leur demande d'oublier. Vous supprimez un message. Le téléphone garde une trace. Vous effacez une photo. Le cloud garde parfois une copie. Vous changez d'appareil. Le compte Google continue de mémoriser certains éléments. Bref, au XXIe siècle, les téléphones sont devenus les voisins les plus bavards du quartier. Ils voient tout. Ils enregistrent tout. Ils stockent tout. Et lorsque les experts arrivent avec leur logiciel, les téléphones commencent à raconter des histoires que leurs propriétaires auraient parfois préféré garder secrètes. Mais ce n'est pas tout. Imaginez maintenant la scène. Pendant des années, des enquêteurs analysent des appareils électroniques. Des milliers de pages sont produites. Des données supprimées sont récupérées. Des historiques sont examinés. Des conversations sont étudiées. Puis arrive le moment où l'expert se présente devant les juges. Toute la salle retient son souffle. Les avocats attendent. Les journalistes prennent leurs notes. Le public écoute. Et là, chaque phrase prononcée devient un événement national. Chaque mot est analysé. Chaque virgule est disséquée. Chaque explication technique devient un sujet de débat dans les bars, les taxis, les marchés et les bureaux. Même les vendeurs de beignets commencent à commenter les données numériques. Même les mototaximens deviennent spécialistes des comptes Google. Même les commerçants du marché central se découvrent soudainement des compétences en cybersécurité. Voilà le Cameroun. Lorsque l'actualité chauffe, tout le monde devient expert. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire révèle également quelque chose de plus profond. Elle montre à quel point les luttes d'influence réelles ou supposées fascinent les Camerounais. Depuis des années,
De nombreuses analyses évoquent l'existence de clans, de réseaux et de groupes d'influence au sein du système. Attention! Il appartient à la justice et aux institutions compétentes d'établir les faits. Mais dans l'imaginaire populaire, ces rivalités occupent une place énorme. Et lorsqu'un événement majeur survient, beaucoup cherchent immédiatement à comprendre qui gagne et qui perd. Qui avance? Qui recule? Qui protège qui? Qui combat qui? Qui influence quoi? C'est devenu une sorte de championnat national invisible. Mais ce n'est pas tout. Le plus impressionnant dans cette histoire est peut-être la patience du peuple camerounais. Depuis 2023, les révélations se succèdent. Les hypothèses se multiplient. Les auditions continuent. Les débats s'enchaînent. Et malgré tout, les Camerounais continuent de suivre le dossier. Comme une série télévisée dont personne ne veut manquer le dernier épisode. Chaque audience devient un nouvel épisode. Chaque témoin apporte un nouveau rebondissement. Chaque expert ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et le public revient toujours. Parce qu'il veut comprendre. Parce qu'il veut savoir. Parce qu'il veut connaître la vérité. Mais ce n'est pas tout. Au fond, cette affaire pose une question que beaucoup évitent parfois de formuler ouvertement. Comment distinguer la vérité judiciaire de la vérité populaire? Car les deux ne sont pas toujours identiques. La vérité populaire naît souvent des perceptions, des impressions, des émotions, des récits. La vérité judiciaire, elle, doit être construite sur des preuves démontrables. Et parfois, lorsque les deux chemins se croisent, des tensions apparaissent, des incompréhensions surgissent, des frustrations se manifestent. C'est exactement ce qui rend cette affaire aussi sensible, aussi complexe, aussi passionnante. Mais ce n'est pas tout. Pendant que les débats continuent, une leçon importante se dessine. Les institutions passent, les responsables passent, les gouvernements passent, les acteurs changent. Mais les dossiers finissent toujours par laisser des traces dans l'histoire d'un pays. L'affaire Martinez-Zogo est déjà devenue un événement majeur de l'histoire contemporaine camerounaise. Quel que soit son dénouement final, quels que soient les verdicts futurs, quels que soient les développements à venir, cette affaire restera longtemps dans les mémoires. Et c'est peut-être cela qui explique l'intensité des débats actuels. Car chacun comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'un procès. Il s'agit désormais d'une affaire qui interroge la société entière. Et pendant que les juges poursuivent leur travail, pendant que les experts poursuivent leurs analyses et pendant que les avocats poursuivent leurs argumentations, le peuple camerounais continue d'observer. Silencieusement, attentivement, parfois avec colère, parfois avec espoir, parfois avec scepticisme, mais toujours avec cette même question. Au final, quelle est la véritable histoire qui se cache derrière toute cette affaire? Et croyez-moi, si les dernières audiences ont apporté certaines réponses, elles ont surtout fait naître de nouvelles interrogations. Et c'est précisément là que le suspense reste entier. Conclusion. Après cette nouvelle audience du tribunal militaire de Yaoundé, une chose apparaît clairement. L'affaire Martinez-Zogo reste l'un des dossiers les plus complexes et les plus sensibles de l'histoire récente du Cameroun. D'un côté, l'expert Bel Bidjoka maintient qu'aucun élément numérique récupéré ne permettrait d'établir un lien direct entre Jean-Pierre Amougou Belinga et l'assassinat de Martinez-Zogo. De l'autre, les audiences continuent de révéler des informations troublantes, des échanges inquiétants et des zones d'ombre qui alimentent les débats. Mais ce n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre. Car le procès continue. Les témoins continuent de défiler. Les experts continuent de parler. Et la justice poursuit son travail. La question qui reste désormais posée est simple. Ces révélations marquent-elles un véritable tournant dans l'affaire Martinez-Zogo, ou assistons-nous seulement à une nouvelle étape avant d'autres surprises encore plus importantes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Camenews pour ne manquer aucun décryptage sur l'actualité politique camerounaise et africaine. L'histoire continue, et les prochains épisodes pourraient encore réserver bien des surprises.